N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Govi News. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM. Musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Irrigator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité. Azimut, nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h45 avec Saint-Irrigator. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Taxi Presse. Taxi Presse. Notre invité ce matin, il est macroéconomiste, ancien ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. L'homme est engagé depuis, et ça tout le monde le sait, pour l'abolition du franc CFA. Pour lui, le système monétaire constitue un frein au développement des pays qui l'utilisent actuellement. Il s'agit pour nous ce matin, avec lui, de comprendre en quoi l'utilisation du franc CFA retarde l'Afrique francophone. Y a-t-il une raison aujourd'hui d'abandonner clairement le franc CFA? Ce sera le sujet. Avant de donner la parole à notre invité, dans les ce matin chez tous les marchands de journaux, vous pouvez trouver le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin. Il y a l'hebdomadaire Flambeau des démocrates, l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, l'hebdomadaire Chronique de la semaine. Vous avez également l'hebdomadaire Dunia du Monde.
Retour en studio avec notre invité, c'est le ministre Kakonou Boupo. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Depuis que vous avez quitté le gouvernement du président Faure Gnassingbé, c'est rare, en tout cas au Togo, qu'on vous écoute sur le sujet. Que devenez-vous aujourd'hui? Je suis professeur titulaire à la FASEG, la Faculté de Sciences économiques et de gestion de l'Université de Lomé. Et je suis également chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD. En temps, vous étiez au niveau de l'OIF. Ça a été une aventure, on va dire, brève. Hein? Oui, mais passionnante. Oui, parce que vous ne cessez pas de critiquer le franc CFA. C'est ça qui a valu qu'on vous saute de là. De digérer tout ça. Oui, vous savez, ce qui fait l'homme, ce sont ses convictions. Nous ne sommes pas des girouettes et donc nous n'allons pas dans le sens du vent. Je crois que ce qu'on attend des intellectuels, c'est qu'ils soient des phares, des guides. Évidemment, 10 fois sur le métier, il faut remettre notre ouvrage parce qu'on ne peut pas se gargariser d'être dans le vrai. Mais je crois que ce qu'on attend des intellectuels, c'est qu'ils affirment des positions de principe, des convictions et qu'ils œuvrent pour l'intérêt général. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui en Afrique, et généralement au Togo en particulier, nos intellectuels ont la force de leurs convictions? Vous savez, dans les pays pauvres, les conditions de vie sont assez difficiles, ce qui fait qu'on n'a pas forcément les moyens d'avoir une vraie vie intellectuelle avec des débats. Le politique est très présent et donc il y a beaucoup de suspicions chaque fois que vous avez des positions qui peuvent ne pas plaire. Et je crois que c'est un travail collectif qu'on doit faire pour que l'intellectuel puisse être préservé et qu'il n'ait pas peur chaque fois qu'il rentre dans l'arène publique que son poste puisse être mis en jeu, qu'il puisse ne pas plaire. Et donc, je crois vraiment que nous devons faire ce travail collectif qui concerne en fait la recherche de l'intérêt général. On n'a rien contre personne en particulier, mais vous voyez par exemple le Togo, c'est notre pays à tous, c'est notre héritage, et c'est ce que nous allons laisser à nos enfants aussi. Il faut qu'on le préserve et il faut qu'on dise la vérité sur les sujets dans lesquels au moins nous avons un minimum de compétences. Vous en avez souffert quand vous étiez au poste aux affaires au Togo? Vous savez, moi j'ai démissionné du siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest alors que j'étais chef de service en juillet 2003, donc il y a déjà plus de 15 ans. Oui. Donc en général, quand je ne suis pas bien quelque part, je le dis et je m'en vais. Oui. C'est ce qui s'est passé avec le gouvernement Faure Gnassingbé? Non, j'ai été remercié. Parce que vos convictions ne plaisent plus quelque part, en Côte d'Ivoire par exemple. Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas été reconduit après l'élection présidentielle de 2015. Je voulais qu'on parle ce matin, c'est pour ça que nous avons invité, c'est de parler du franc CFA. Nous aider à comprendre pourquoi est-ce que vous soutenez que le franc CFA en réalité est une avatar coloniale de la France. Pourquoi vous vous opposez tant au franc CFA, Kakonou Boupo? En fait, pour deux séries de raisons. Il y a des raisons économiques et puis des raisons que je qualifierais de politiques et symboliques. Les raisons économiques me semblent être les plus proches de mes préoccupations quotidiennes. Et en général, j'en soulève 4. La première, c'est le fait que nous ayons cette monnaie depuis 75 ans et que nous soyons restés dans ce que j'appelle l'insertion primaire au sein du commerce international. C'est-à-dire que malgré cette monnaie, nous continuons à exporter des matières premières, nous n'échangeons pas entre nous, justement parce que ce que nous exportons, c'est plus des produits substituts que des produits complémentaires. Le Togo ne va pas vendre sa fibre de coton au Bénin, qui ne va pas vendre sa fibre de coton au Mali. Vous voyez, donc le fait qu'on partage la même monnaie mais qu'on n'échange pas, ça réduit l'intérêt du partage de cette monnaie. C'est-à-dire que quand vous prenez les échanges intracommunautaires, zone franc, on est à moins de 15%. Dans la zone euro, c'est plus de 60%.
Le premier partenaire commercial de la France, c'est l'Allemagne, par exemple. Vous voyez? Donc, ça réduit l'intérêt d'avoir le CFA. Je ne dis pas que c'est à cause du CFA que nous n'échangeons pas. Je dis la présence du CFA n'a pas impulsé de dynamique d'échange entre nous. D'accord. Deuxième raison que je donne, c'est la compétitivité. Vous savez, j'ai travaillé 5 ans sur les filières cotonnières africaines. 40% de la compétitivité du coton vient du taux de change. C'est-à-dire que nous exportons en dollars, mais nos coûts de production sont en euros parce que nous importons les intrants, les engrais, ça nous revient cher. Quand le dollar se déprécie vis-à-vis de l'euro, ben, nos sociétés cotonnières sont moins bénéficiaires quand elles exportent, puisqu'elles vendent en dollars. Vous voyez? Donc, la question de la compétitivité est cruciale dans une économie mondialisée. Troisième raison, c'est le financement. Vous serez d'accord avec moi que dans la zone franc, nous n'arrivons pas à accéder au crédit à des taux bas. Si vous allez emprunter aujourd'hui dans une banque de la place, ça m'étonnerait que vous ayez moins de 10% de taux d'intérêt. Oui, bien sûr. Vous voyez, en France, à l'heure actuelle, vous empruntez à 1% sur 20 ans. Okay. Donc, ça, c'est quand même un problème, une zone qui n'arrive pas à donner du crédit à ces populations qui vont permettre à ces populations-là, justement, d'avoir des activités génératrices de revenus, de créer des emplois. Et quatrième raison économique, c'est l'absence de croissance, d'objectifs de croissance dans les objectifs de la Banque centrale. La seule obsession de ces gens-là, c'est la lutte contre l'inflation. Okay? Et donc, ça, c'est un problème pour des pays en développement que de ne pas avoir d'objectifs de croissance économique. Vous voyez? Donc, sur le plan économique, je dis la monnaie CFA est une monnaie économiquement inefficace. J'ai dit que sur le plan politique, elle était illégitime pour 2 raisons essentiellement. La première, c'est que quand les banques centrales ont pris leur indépendance vis-à-vis de nos États en avril 2010, on s'attendait à ce qu'elles négocient avec la Banque centrale européenne qui émet l'euro la question de la garantie. Oui, justement. Mais non, elles vont chez le Trésor français, donc le ministère des Finances d'un pays étranger, pour garantir notre monnaie. Donc ça veut dire qu'elles vont s'inféoder à un État étranger alors qu'elles ont pris leur autonomie vis-à-vis des États. Oui. C'est un problème. Non, mais c'est un grave problème parce que le fondement de la monnaie, c'est quand même la souveraineté. Vous voyez? Et puis l'autre élément, c'est que ça fait plus de 50 ans qu'on est indépendant. Il n'y a qu'en France qu'on fabrique les billets CFA. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas d'autre endroit dans ce monde où on pourrait fabriquer des billets CFA. Il n'y a qu'à Chamalières, à Clermont-Ferrand, qu'on fabrique des billets CFA. Et ça paraît normal à nos dirigeants. Alors aujourd'hui, la question dans l'opinion aussi, est-ce que le franc CFA, c'est vrai que les monnaies sont fabriquées en France, est-ce que le franc CFA en réalité sert encore l'ex-puissance coloniale, la France, dans le fond? C'est clair que la France est contente quand chaque mois d'octobre, vous avez 14 ministres des Finances des pays de la zone franc qui se réunissent à Paris. La France, elle est heureuse de voir tous ces ministres qui font 4000, 5000 kilomètres pour venir faire allégeance à Bercy. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on... Vous parlez d'allégeance? Ah oui, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? La France n'est pas dans la zone franc. La France, elle est dans la zone euro. Okay. Les 14 pays de la zone franc n'incorporent pas la France. Pourquoi est-ce qu'ils éprouvent le besoin, ces ministres des Finances, d'aller à Paris pour les réunions des ministres des zones francs, de la zone franc? Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle le précaré, la logique du précaré. Le fait de se dire, ces pays-là, malgré leur indépendance, dépendent de moi. Ça, c'est ce que la France tire d'abord de la présence du CFA. Ensuite, vous avez les grands groupes français, que je peux élargir aux groupes européens, au groupe de la zone euro, qui agissent en Afrique zone franc, qui accumulent des bénéfices et qui les sortent hors de la zone franc. Ce qui fait que chaque année, nous devons recommencer le cycle d'accumulation de richesses. Il n'y a pas de réinvestissement dans nos pays. Vous voyez? Et ça, c'est parce que le CFA et l'euro sont en taux de change fixe
avec garantie illimitée de convertibilité et avec libre circulation des capitaux. Ça veut dire que le franc CFA est un véhicule d'accumulation de richesses hors de l'Afrique, zone franc. Oui, mais en même temps, nous savons que le franc CFA est arrimé à l'euro, et selon plusieurs spécialistes voudraient nous confirmer cela. Ce franc est garanti pour les investisseurs étrangers. Et puis, il n'y a pas d'inflation. La monnaie est fixe. Est-ce que ce n'est pas un avantage en réalité quand on est dans la zone franc, plutôt que d'observer ce qui se passe au Ghana et au Nigeria, par exemple? Oui, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il ne faut pas confondre une zone de faible inflation et une zone de déflation. Nous sommes dans une zone de déflation. Je vais vous donner les chiffres. Actuellement, le taux d'inflation en zone UEMOA, il est de 0,8%. Alors que ce que disent les textes de la politique monétaire de la BCEAO, c'est que le taux d'inflation doit être de 2%, avec une marge de plus ou moins 1%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la BCEAO est plus dure que ne le prévoient les textes. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes dans une zone de déflation, c'est-à-dire une zone dans laquelle les gens sont tellement pauvres qu'ils n'achètent pas. Et comme ils n'achètent pas, les entreprises ne font pas de profit. Et comme les entreprises ne font pas de profit, les prix baissent, puisque la demande est faible. Et comme les prix baissent, ces entreprises n'embauchent pas. Bien sûr. Et comme elles n'embauchent pas, il y a encore moins de revenus distribués dans l'économie. On perd à tous les coups. Oui, et comme il y a encore moins de revenus distribués dans l'économie, nous ne pouvons pas du tout acheter. Et donc, les gens applaudissent cette faible inflation alors que c'est le signe de la mort de l'économie. C'est ce qui me surprend, que les gens applaudissent cette pseudo-stabilité des prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens sont très pauvres dans la zone et qui n'achètent pas. Et que les taux de profit sont très bas et que c'est pour ça que les prix frôlent le zéro. Alors, le jour où on décidera de sortir du franc CFA, de la zone franc CFA, on se porterait mieux, vous êtes sûr? Non, vous savez, c'est comme si vous avez un enfant et vous vous demandez si votre enfant doit apprendre à pédaler ou pas. Ok? Vous avez deux réponses. Vous pouvez dire, bon, moi je serai toujours là pour mon enfant, il n'a pas besoin de pédaler, d'apprendre à pédaler. Je vais chaque fois le transporter à l'école à vélo. Mais vous pouvez vous dire aussi que il faudra quand même qu'un jour mon enfant apprenne à pédaler. Mais il va tomber, il va s'écorcher les genoux. Mais un jour il va apprendre. C'est la différence entre le Ghana et les pays de la zone franc. Les gens me sortent les statistiques du Nigeria et du Ghana en disant, vous voyez, ces pays, ils ont leur monnaie, ils s'en sortent pas mieux que nous, mais ils apprennent à gérer. Et ça n'a pas de prix, Eric. Vous ne pouvez pas, plus de 60 ans après les indépendances, rester sous la tutelle de quelqu'un et applaudir en disant que tout va bien. Et si demain Paris nous lâche, on fait comment? On ne sait pas fabriquer un billet de monnaie. On ne sait pas gérer une monnaie. Si nous avons notre propre monnaie, aujourd'hui, les chefs d'État de la sous-région, en tout cas, sont en train de s'activer pour avoir une monnaie d'ici à 2020. On ne sait pas si le délai va tenir, mais à quoi est-ce qu'on va arrimer notre monnaie, par exemple? Qui sera le garant pour soutenir quand il y a problème? D'abord, le garant d'une monnaie, c'est d'abord la confiance que les populations ont en cette monnaie. Elle-même, d'abord? Bien sûr. Parce que c'est ça, la monnaie, c'est la confiance. Et vous touchez de doigt quelque chose d'important. Aujourd'hui, la confiance qu'on a dans notre monnaie, c'est la confiance qu'on a en la France. Donc ça veut dire que nous importons une confiance que nous ne méritons pas par la qualité de notre gouvernance. Donc la question que vous posez au fond, c'est comment voilà, c'est la question de la gouvernance. Eh bien, il faudra en passer par là. Oui, mais justement, alors plutôt que de poser le débat sur le thème de sortons du franc CFA, la France nous appauvrit, est-ce qu'il ne faut pas l'orienter beaucoup plus vers la gouvernance économique de nos pays? Oui, mais l'un n'exclut pas l'autre. Vous êtes sûr? Ah, bien sûr. La France, par ce système, cet arrangement institutionnel d'un autre temps, préserve un précaré politique, parce que sur le plan économique, je peux vous rassurer, les premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique, ils ne sont pas dans la zone franc. Les 3 premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique sont
le Nigeria, Nigeria, oui. l'Angola, l'Afrique du Sud. Après, vous avez le Kenya et l'Éthiopie. Et enfin, vous avez la Côte d'Ivoire. Donc, ces 5 premiers n'utilisent pas le franc CFA. Ils ne sont pas dans la zone franc, ils ne parlent même pas français. Donc, quand les gens disent que il faut du CFA pour commercer avec la France, ils ne connaissent pas les statistiques. Okay. Ensuite, l'autre question qui est une question de fond, c'est à quoi on va arrimer notre monnaie. Moi, je propose qu'on arrime notre future monnaie à un panier de devises. Et devises qui vont refléter nos partenariats commerciaux. Par exemple, la Chine, la zone euro, les États-Unis, l'Angleterre. Okay. Donc, on aura un panier de devises et le CFA, nouvelle formule, avec le nouveau nom, va être arrimé à ce panier et donc va pouvoir fluctuer. Après, si on a peur de trop grandes fluctuations, Oui, on peut même définir ce qu'on appelle des tunnels, des bornes, en disant on ne va pas dépasser 2% ou 5% de fluctuation. Et si on risque de dépasser ces tunnels, ben, il y aura une intervention de la Banque centrale pour ramener le taux de change dans le tunnel. Ça a été déjà fait dans le monde. C'était le serpent monétaire européen. On appelait ça le serpent dans le tunnel. Okay. Oui. Aujourd'hui, en tout cas, on nous a toujours dit qu'au-delà du fait que le franc CFA est une monnaie coloniale, c'est un gage de stabilité économique. Et ça, vous voulez qu'on dépasse ça, que c'est pas vrai? C'est une stabilité qui profite à une toute petite élite. Vous voyez? Parce que, et c'est pour sur ça le continent ou la France toujours? Non, sur le continent. Et c'est pour ça que je dis que c'est une monnaie qui est socialement inéquitable. Pourquoi? Qui produit les réserves de change, les devises dont on parle? Ce sont nos paysans, les producteurs de café, de cacao, de coton. Okay? C'est grâce à leur travail qu'on a ces devises. Mais qui bénéficie de ces devises? C'est nous, les populations urbaines, qui pouvons importer des véhicules, du champagne, du poulet, du riz. Vous voyez? On vit au-dessus de nos moyens grâce aux devises produites par nos paysans qui, eux, n'ont pas en retour les services publics auxquels ils pourraient avoir droit en termes d'hôpitaux, d'écoles, d'infrastructures routières. Vous voyez? Donc, c'est une monnaie qui est injuste socialement. Et c'est une monnaie qui profite aux classes moyennes urbaines. Alors, l'élite, je ne vous dis pas, elle vit carrément au-dessus de ses moyens grâce à ce CFA. Et c'est pour ça, moi, j'ai toujours parlé de servitude volontaire. Vous m'entendrez rarement accuser la France de quoi que ce soit. Oui, c'est le paradoxe à peu près, parce que c'est peut-être ça qui est la différence entre vous, les autres qui parlent du franc CFA, les Kémy Séba et sa suite. Quand on les écoute, on vous écoute, on a le sentiment que vous ne parlez pas le même langage. Eux, ils accusent frontalement la France, vous ne le faites pas. Vous avez été brûlé au niveau du doigt parce que vous avez commencé par en parler? Non, c'est une question de responsabilité. Moi, je suis un enseignant, chercheur, c'est un devoir d'éducation. Et le premier devoir d'éducation, c'est d'apprendre à balayer devant sa porte. Je ne vais pas accuser la France alors que nous avons des dirigeants qui ne font pas le minimum pour que nos populations s'en sortent. C'est ça, c'est aussi simple que ça. D'où la servitude volontaire. D'où la servitude volontaire. Comment est-ce qu'il faut s'en sortir? Il faut sortir de ça, je veux dire. Comment est-ce qu'il faut sortir de ça véritablement aujourd'hui? Parce qu'on me dit que, en réalité, quand nous utilisons le français, vous avez fait la démonstration tout à l'heure, c'est un frein pour notre développement. Beaucoup dans l'opinion se posent la question, en quoi, quand nous utilisons le franc CFA, ça nous freine à avancer? Nous avons de l'argent, nous l'utilisons, les gouvernants l'utilisent proprement, on développe nos États. Point barre, il n'y a pas de problème. Oui. Ou c'est réducteur, ces raisonnements? Non, c'est que ce ne serait pas réducteur s'il n'y avait pas l'obligation d'avoir un taux de change fixe. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que comme nous ne produisons toujours pas grand-chose, si on ouvre les vannes du crédit, les crédits vont alimenter des importations. Oui. Pour payer ces importations, il faudra utiliser nos devises. Et à un moment donné, on n'aura plus suffisamment de devises pour garantir la fixité du change avec l'euro. Donc, il faudra dévaluer.
Or, nos dirigeants veulent éviter toute dévaluation. Donc, ils réfrènent le crédit. Et donc, le rationnement du crédit en zone franc, ce n'est pas quelque chose qui est issu du hasard. C'est un choix délibéré de garantir la parité fixe au détriment de toute autre considération, en particulier le financement de l'économie intérieure. Donc, il y a un arbitrage dont il ne faut pas ignorer les termes et qu'il y a un vrai arbitrage à faire. Très bien. Nous allons marquer une première pause publicitaire et puis lorsqu'on reviendra, on poursuivra le débat. 93.1 Taxi FM. Tout de suite, la pub. Célébrons ensemble l'amour et l'amitié avec Fogosel et passons d'agréables et inoubliables moments avec le grand jeu spécial Saint-Valentin 2019. Du 21 janvier au 15 février, participez au jeu en envoyant par SMS au 990 F votre âge. Si vous êtes une femme, suivi de H, âge de l'homme recherché. Exemple, pour une femme de 22 ans désirant correspondre avec un homme de 25 ans, vous envoyez F 22, H 25 au 990 et pour un homme de 28 ans désirant correspondre avec une femme de 26 ans, vous envoyez H28 F26 au 990. Après votre inscription, vous êtes intégré dans un groupe WhatsApp administré par Fogosel. C'est parti! Gagnez de nombreux lots selon les différentes catégories en jeu. Catégorie meilleur couple recharge plus, attribué au couple ayant rechargé le plus de crédit. Catégorie meilleur couple data plus, attribué au couple ayant rechargé le plus de data. Catégorie meilleur couple SMS plus, attribué au couple ayant échangé le plus de SMS. Catégorie meilleur couple T-Money plus, attribué au couple ayant fait le plus de transactions T-Money. Consultez vos points cumulés en envoyant points au 911. Alors, inscrivez-vous, rechargez, communiquez, utilisez T-Money pour plus de transactions et gagnez plein de lots. Fogosel pour plus de joie dans vos cœurs. Fogosel, le leader. Inscription par SMS, 50 francs. Taxi FM primera désormais ses meilleurs auditeurs toutes les semaines avec le chèque du week-end d'une valeur de 25 000 francs CFA. Yes, tu pourrais sortir le samedi avec qui tu veux. Oh yes, et manger ce que tu veux. Oh yes. Ah oui. Pour jouer, envoie un T-Money de 100 francs CFA pour être éligible au tirage sur le numéro 90 08 92 51. Attention, 90 08 92 51. Ensuite, envoie la réponse de la question de la semaine au même numéro. Le samedi à 13h30, reste scotché à ta radio pour découvrir si tu as gagné le chèque de la semaine. Notez bien, le message de référence de votre transfert T-Money est nécessaire pour le retrait de votre chèque, donc à conserver soigneusement. Le jeu de la semaine prend fin le vendredi à 0h. Et bonne chance à tous. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Nous n'aimons pas le conformisme, mais les débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Taxi FM. Retour en studio, notre invité ce matin, c'est le professeur Akako Nouveau-Port, macroéconomiste, homme politique. Ça, peut-être, vous ne le savez pas
pour plusieurs ou beaucoup d'entre vous, ancien ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Il y a un auditeur qui nous dit que si le franc CFA n'est pas le problème, selon certains dirigeants africains, pourquoi on a tué Sylvanus Olympio? L'Afrique francophone a 3 problèmes: la France, le franc CFA et les chefs d'État. Revenons maintenant sur la question fondamentale. Tout à l'heure, je disais que le discours que vous tenez est ce que tiennent les autres panafricanistes qui condamnent, qui disent sortons du franc CFA, le problème c'est la France. Vous avez dit en réalité, vous vous intéressez à balayer d'abord votre cours. Est-ce à dire que le vrai problème c'est la gouvernance politique et économique dans nos pays? Oui, il y a 3 problèmes qui sont liés. Le premier, c'est l'absence de vision. D'accord. Dans nos pays? Oui. Nous ne savons pas où nous allons, quand vous creusez bien les choses. Vous voyez des plans d'émergence qui fleurissent dans les pays, avec des tables rondes de bailleurs de fonds qui s'effectuent souvent à Paris, où il y a des promesses de milliards, et les chefs d'État rentrent dans leur pays d'origine, tout contents d'avoir eu des promesses, alors que le minimum, quand vous faites un plan d'émergence, c'est que vous devez endogénéiser les moyens de financer votre émergence. Sinon, vous ne réglez pas votre problème. Vous voyez? Le deuxième problème, c'est celui que vous évoquez, c'est la gouvernance. C'est la manière dont on gère. Mais ce n'est qu'un problème de gestion. Le problème de vision, il précède. Vous voyez? Or, on a très peu de débats sur les visions de développement qu'on veut promouvoir dans nos pays. Et le troisième enjeu, c'est le suivi et l'évaluation. Okay? On a plein de projets, on nous dit souvent qu'ils ont fermé, mais ils ne sont jamais évalués. On ne sait pas pourquoi ils ont fermé. Est-ce qu'ils ont fait ce pourquoi ils ont été conçus? Si tel n'a pas été le cas, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a cet impératif de redevabilité qui n'est pas non plus au cœur de nos démarches de politique publique. Je vous interrogerai sur le sujet tout à l'heure, notamment sur le vaste programme lancé par le gouvernement togolais l'année dernière, en août précisément, le PND. Le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement et ceux qui l'entourent avaient défini un défi, c'est de faire du Togo la plateforme économique par excellence. On va en parler tout à l'heure parce que le PND, c'est beaucoup d'argent, un peu plus de 8 milliards de dollars. Mais parlons des gouvernants africains. On insulte la France. On dit le franc CFA, ça ne nous avantage pas. C'est une monnaie coloniale. Le franc CFA, ça plombe notre développement. Vous insistez qu'en réalité, il faut qu'on gère bien dans nos pays. Bien sûr. Parce qu'on gère mal aujourd'hui. Ah oui, c'est le b.a.-ba. Quand vous voyez après les remises de dettes des années 2000 jusqu'en 2010, l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Le PTU. Voilà, vous voyez que 10 ans après, nous avons retrouvé les mêmes ratios dette sur PIB. Et certains pays les ont même dépassés. Ça veut dire qu'on ne s'en sort pas. Alors, de deux choses l'une, où les visions qui nous mettent dans ces programmes de développement ne sont pas adaptées, où nous sommes incapables de gérer sérieusement nos finances. Alors, comment est-ce qu'il faut aujourd'hui sortir du franc CFA si les chefs d'État ne sont pas prêts à sortir de cette monnaie? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau de la sous-région, il y a une vision sur le franc CFA, enfin, avoir une autre monnaie. Est-ce que c'est une tentative de nos chefs d'État où ils ont pris conscience aujourd'hui qu'il faut se séparer du franc CFA? Est-ce qu'ils auront le courage d'aller jusqu'au bout? Oui, je crois que dans la zone franc... C'est parce que vous connaissez ce milieu-là. Oui, dans la zone franc, nous avons 2 unions, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Bon. Nous voyons à peu près ce qui va se passer en Afrique de l'Ouest, avec la monnaie unique pour la CEDEAO. Parce que les structures sont là. Il y a l'Institut monétaire d'Afrique de l'Ouest qui est à Accra. On a défini des critères de convergence. On sait globalement où on va. Après, il y aura un débat de fond qui va concerner l'orientation de la politique monétaire. Pour l'instant, vous avez deux lectures
La première lecture dit le CFA, changeons-lui de nom, élargissons son périmètre, c'est-à-dire faisons entrer des pays qui ont le même profil économique, comme le Ghana, la Guinée-Conakry, le Libéria, oui. Et ensuite négocions avec le Nigeria, qui est le véritable poids lourd. Il faut quand même savoir que le Nigeria, c'est 75% du PIB de la CEDEAO. C'est-à-dire que tous les autres pays réunis ne font que 25% du PIB, donc du produit intérieur brut de la CEDEAO. Oui. Voilà. Et donc ça, c'est le premier schéma. On élargit le CFA, nouvelle formule, à d'autres pays, et on négocie avec le Nigeria, et on passe à la monnaie CEDEAO. Deuxième formule, on va d'emblée dans la monnaie CEDEAO, c'est-à-dire qu'on considère que le CFA, c'est comme les 7 autres monnaies qui existent dans la CEDEAO. On fait la fusion, et on passe dès 2020 à la nouvelle monnaie, et les pays qui ne seraient pas prêts par rapport à leurs critères de convergence pourraient venir après. Donc il y aura un noyau dur qui démarrait tout de suite et puis les autres vont suivre. En Afrique centrale, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas quelle formule utiliser. Et donc je crois que c'est le cas de l'Afrique centrale qui aujourd'hui inquiète le plus parce qu'en même temps, c'est la zone où les fondamentaux se sont le plus dégradés suite à la crise du pétrole. Et donc, il faudrait voir dans le cadre de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, s'il y a moyen d'avoir l'équivalent de ce qu'on est en train de faire en Afrique de l'Ouest. Est-ce que ça va prospérer tout ça? Est-ce que la France laissera les pays africains, en tout cas l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique francophone, disons-le ainsi, puisque les pays de l'Afrique centrale aussi, est-ce que la France nous lâchera les baskets? De toute façon, le processus est inévitable, inéluctable, pour une raison simple, la question démographique. Quand la zone franc a été créée, la population, en 1945, la population de la France était supérieure à l'ensemble de la zone franc, à celle de l'ensemble de la zone franc. Aujourd'hui, la population de la zone franc, c'est 2,5 fois la population française. Même si la zone franc, dans son ensemble, ne fait que 7% du PIB français, vous voyez que la dynamique est une dynamique qui va vers l'autonomisation. Parce que la France ne pourra pas garantir longtemps une zone qui a une dynamique démographique qui l'obligera tôt ou tard à s'émanciper parce que sans création d'activité ni d'emploi, la zone va imploser. Donc je crois que de toutes les façons, la France ne pourra pas continuer à garantir à terme une monnaie. C'est pour ça qu'il faut anticiper les choses. Oui, il faut anticiper. La France ne pourra pas garder ad vitam aeternam quand même notre monnaie. Est-ce que vous avez confiance en nos dirigeants aujourd'hui pour garantir notre monnaie telle que nos pays sont gouvernés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une garantie si on ne leur confie? Vous savez, moi j'ai écrit un livre en 2011 intitulé « L'improvisation économique en Afrique de l'Ouest ». Je disais que nos dirigeants rendent compte à tout le monde, sauf à leur population. C'est-à-dire que ce qui fonde leur légitimité, c'est leur proximité avec les codes de la doxa internationale. C'est-à-dire, je suis un bon élève du FMI ou de la Banque mondiale, donc je suis légitime pour diriger mon pays. Vous voyez, il y a des dirigeants qui ont prospéré là-dessus. Donc, ça veut dire que le respect de la contrainte externe domine l'impératif de rendre compte aux populations qu'on est censé gouverner. Donc ça veut dire que de la manière même dont nos États ont été conçus fait que nos dirigeants ne peuvent pas être légitimes. Parce que on leur a jamais demandé de représenter les intérêts de leur population, historiquement. On leur a demandé de servir les intérêts de l'ancienne métropole. Quand vous prenez la BCEAO, le gouverneur de la BCEAO, qui gagne plus de 18 millions de francs CFA par mois, net d'impôts, payé sur 14 mois, pour remplir une mission de service public, donc sans aucun risque. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Mais pourquoi il gagne autant? Parce que celui qui l'a remplacé, qui était français, était un expatrié,
qui avaient droit à des primes d'éloignement, des primes de dépaysement, des primes de risque. Donc ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que notre système CFA est un système de rente, où les gens qui ont remplacé le colonisateur agissent exactement comme le colonisateur, alors qu'eux, ils sont africains et qui devraient avoir à cœur la recherche de l'intérêt général. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'entendre, ces gens-là et nous. Vous voyez? Parce que c'est ce que j'appelle des ennemis de l'Afrique. Vous parlez de la BCEAO, mais en même temps, est-ce que le problème n'est pas aussi au niveau des institutions de Bretton Woods, les FMI, la Banque mondiale, ces institutions qui foutent la trouille à nos dirigeants? Les pressions sont énormes. Oui, mais pourquoi ces institutions foutent la trouille à nos dirigeants? C'est parce que nos dirigeants ne sont pas légitimes. Ils ont peur de quoi? Si vous représentez votre population, vous aurez peur de quoi? D'être enlevé? Vous savez ce qui est arrivé à Sylvanus Olympio? Ce qui est arrivé à Sylvanus Olympio, mais on pourrait dire Patrice Lumumba, et on pourrait multiplier les exemples. Vous voyez? C'est ça, ce qu'on appelle le sens de l'engagement pour l'intérêt général. Vous voyez, l'histoire retiendra ces gens-là. L'histoire ne retiendra pas d'autres personnes. Très bien. Il y a beaucoup de réactions quand même sur notre numéro de message. Nous donnerons la parole tout à l'heure aux auditeurs de vous poser la question directement. Il y a quand même des commentaires et un auditeur qui dit « Est-ce que nos chefs d'État comprennent ce problème du CFA ?» Cette question, nous aussi, on se l'est posée chez nous à la rédaction. Quand on a écouté Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, on se pose la question de façon générale. Est-ce que ce que vous expliquez, ce que vous tentez, vous et certains de vos collègues, ce que vous martelez depuis des années, est-ce que vous êtes sûr que les chefs d'État africains qui sont concernés par le problème, est-ce qu'ils comprennent le fond de votre démarche? Moi, je pense qu'ils comprennent. Ils sont pas idiots, ils sont pas bêtes. Ils comprennent, mais ils ont des contraintes que vous et moi n'avons peut-être pas. Parce que c'est légitime? Non, parce que peut-être que là-bas, bon, nous on n'est jamais allés, mais peut-être que là-bas, ils découvrent des choses dont on n'a même pas idée. Enfin, c'est ce que je me dis. Sinon, on est tous des gens de bon sens, vous voyez. C'est pour ça que la légitimité endogène est cruciale quand vous faites de la politique. Parce que vous ne pouvez instaurer de rapport de force avec l'étranger que si vous avez votre population avec vous. C'est comme ça. Sinon, effectivement, vous êtes fragile. Ça nous amène à revenir sur le plan Nation de développement du Togo. Vous avez été ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Vous êtes en France, mais vous êtes aussi au Togo. Vous suivez l'actualité. Avant que vous ne preniez votre fonction, il y avait la SCAP. Vous avez travaillé sur une partie de ce projet-là. Maintenant, il y a le PND. Le gouvernement togolais nous dit qu'il entend travailler efficacement pour faire de notre pays, le Togo, la plateforme économique par excellence. Et quand on consulte les chiffres par rapport donc au PND, c'est 8,3 milliards de dollars. Et la partie qui sera financée par le gouvernement togolais représente à peu près 35%. Et c'est le secteur privé qui va financer l'autre partie, la plus grande partie. Alors, il va falloir pour le gouvernement togolais, ce qu'on nous a dit le 3 août de l'année dernière, transformer notre économie pour que nous ayons une croissance forte, durable, résiliente. Je cite les mots qui ont été utilisés, inclusive et créatrice d'emplois en améliorant le bien-être social. Quand vous reprenez tout ce programme que vous avez lu certainement, quel commentaire vous en faites? Parce que ça couvre la période 2018-2022. Oui, il y a deux choses qui me paraissent importantes. Il y a d'une part, conceptuellement, ce qu'on peut dire du programme, et puis, deuxième chose, la mise en œuvre. D'accord. Ok. D'un point de vue conceptuel, je crois qu'on est toujours face à une difficulté. C'est l'arbitrage entre le cadrage macroéconomique, donc, pour résumer, les critères de convergence de l'UEMOA, donc les critères de bonne gestion de l'UEMOA, l'interdiction d'avoir du déficit budgétaire supérieur à 3%,
l'interdiction d'avoir un certain nombre au niveau du solde extérieur courant, un déficit du solde courant trop important, même s'il y a quelques années, on a enlevé ça des critères de convergence. Mais on voit bien qu'il y a un problème entre le cadrage macroéconomique du PND et les objectifs que se fixe le PND. Vous avez deux scénarios dans le PND. Vous avez le scénario central qui mise sur un taux de croissance de 5,2% par an, de 2018 jusqu'en 2022. Et vous avez le scénario optimiste qui mise sur un taux de croissance de 6,6%. À la lecture du document, je vois que le scénario optimiste, il n'a aucune chance d'advenir. Ah bon? Non. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on va faire exploser les critères de convergence de l'UEMOA. C'est pas possible. Notre rythme d'importation aujourd'hui, pour réaliser les investissements prévus dans le scénario optimiste, ce rythme d'importation n'est pas tenable. Et quand vous lisez le document, vous voyez qu'une des hypothèses faites, c'est de dire qu'il y aura une baisse de 10 points de pourcentage au niveau des importations. Parce que, soi-disant, les investissements auraient déjà été effectués. Et que dans la séquence 2018-2022, on va plus en faire. C'est pour ça que je dis, ça marche avec le scénario central. Un taux de croissance de 5,2%. Mais pas avec le taux de croissance de 6,6%. Après, vous avez un autre problème qui est le problème de la mise en œuvre. Ce que moi j'ai constaté en tant que ministre de la prospective, c'est que vous avez une pluralité de centres de décision. Vous avez la présidence de la République qui impulse les projets. Mais ensuite, vous avez les ministères. Vous avez la primature. Donc, ça suscite des coûts de coordination. Et donc, des coûts de transaction. Et donc, ça, c'est les éléments à partir desquels nous pouvons dire, attention, il y a des éléments important. Moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'il n'y a pas de scénario pessimiste. Quand vous êtes prospectiviste, vous avez au moins 3 scénarios. Le scénario pessimiste qui dit, s'il y a des risques, que devient le pays? Et là, manifestement, il y a des risques. Dans les 18 prochains mois, nous avons au moins 2 élections majeures, les locales et la présidentielle. Nous avons des risques qui peuvent venir de l'état du monde. Vous voyez, ce qu'on appelle des chocs exogènes. Vous voyez? Et donc, il faut qu'il y ait un scénario pessimiste dans le PND pour dire si les risques que nous anticipons se produisent malheureusement, que devient le PND? Quel va être le taux de croissance cible? Et puis un problème quand même que les macroéconomistes voient tout de suite, c'est que le Togo emprunte sur le marché financier à 6,5%, alors que le taux de croissance du scénario de base est de 5,2%. Ça veut dire qu'il y aura un processus d'endettement croissant. Donc il y a un problème. Ah non, mais c'est clair qu'il y a un problème. Mais nous, on est formés pour ça. On gérer les problèmes? Non, nous, on est professeurs d'économie. C'est notre job. Oui, d'analyser, de voir les données. Et là, le PND tel que conçu aujourd'hui, ça ne vous rassure pas du tout. À tout le moins, il faudrait rentrer en processus de négociation. Parce que quand on dit qu'on a 4 600 milliards, dont de francs CFA, de francs CFA, et qu'il n'y aura que, je crois, 1 600 milliards, la part du gouvernement, 3 000 milliards viendraient du secteur privé. De quel secteur privé? De qui? Nous, on a fait un colloque fin novembre avec le Centre de droit public de l'Université de Lomé sur les partenariats publics-privés. Je peux vous dire qu'il y a énormément de problèmes sur les partenariats publics-privés qui ne sont pas du seul fait du Togo, des problèmes au Canada, en Angleterre, en France. Il y a énormément de difficultés sur les PPP. Parce que la tentation normale, c'est on socialise les pertes et on privatise les bénéfices. Et donc, l'arrangement institutionnel, l'arrangement contractuel pose problème. Donc, moi, quand je lis le document du PND, je ne vois pas quel privé va mettre les 3 000 milliards. On parle encore
d'emprunt. Oui. Mais vous avez vu notre ratio dette sur PIB, qui est de 73%. Oui, c'est énorme. Ah oui. Non, à tout le moins, il faut qu'on rentre en processus de négociation avec les partenaires au développement, avec la société civile, avec le secteur privé, pour que ce soit la population qui prenne en charge la mise en œuvre du PND. Vous savez, la période où on pouvait penser que du haut, on va faire des plans de développement pour les populations. Ça marche plus. Non, c'est fini. C'est fini. Vous êtes obligé d'être dans l'approche participative et donc être en négociation permanente. D'abord, exactement. Discuter avec les populations, voilà. Qui est quand même une appropriation du document, et qu'on comprenne réellement ce qu'on veut faire. C'est ça. C'est disons, la vision Togo 2030. Quoi. Je voulais justement aborder cette question, parce que vous étiez presque le géniteur de ce projet Togo Vision 2030. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous avez le sentiment aujourd'hui, quand vous êtes parti du gouvernement, on a jeté ça dans la poubelle? En tout cas, mon ministère n'existe plus. Oui, bien sûr. Voilà. Et qu'est-ce que ça devient? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le PND, dans sa conception, c'est une très bonne chose. Parce que c'est un plan national de développement. Oui, bien sûr. Après, la mise en œuvre me paraît cruciale. Parce qu'il y a 3 dimensions que je n'ai jamais cessé de rappeler. Il y a la vision. Nous, on avait dit 15 ans, juste en 2030, oui. Qui est l'horizon des objectifs du développement durable, les ODD. Ensuite, il y a le plan qui est quinquennal, qui est une déclinaison de la vision. Donc, pour moi, le PND devrait être une déclinaison d'une vision qui devrait aller jusqu'en 2030. Et ensuite, le budget 2019 ne devrait être qu'une déclinaison annuelle du PND. Vous voyez, si on veut être dans la cohérence. Après, dans la vraie vie, comme vous le savez, il y a des frictions, il y a des arbitrages, il y a ce qu'on appelle la dictature de l'urgence. Tout ça fait qu'on est obligé chaque fois de négocier, de renégocier et de trouver quand même un chemin qui puisse permettre d'atteindre les objectifs. Et puisque vous parlez de budget, la loi de finances a été votée en novembre dernier. Ce projet adopté à la majorité prévoit 1461 milliards de francs CFA en dépenses et en recettes. Il y a une hausse de 11,5%. Quand vous voyez ce budget et je veux dire, cette vision par rapport au PND, vous pensez que c'est réaliste? Notre budget 2019 est fragile. Encore une fois. Ah oui, c'est un budget fragile parce que quand vous voyez les recettes fiscales, on est autour de 675 milliards. Donc, on est un peu moins de la moitié du budget. OK. Ouais. Donc, il faudrait rajouter les recettes non fiscales. Bon, elles sont un peu volatiles parce qu'elles elles proviennent un peu des produits de la privatisation, d'un certain nombre d'éléments qu'on ne maîtrise pas toujours, mais ça pourrait éventuellement nous ramener à 800 milliards. Donc, on serait quand même loin des 1400 milliards du budget. Et il est dit dans la loi de finances que nous allons faire des emprunts aussi. Bon. Et en face, au niveau des dépenses, vous voyez que 42% du budget part au remboursement de la dette. Quand vous voyez notre budget de 1400 milliards, 42% du budget. Ah oui, c'est pour le service de la dette, les intérêts de la dette et l'amortissement. Okay. C'est énorme. Oui, et quand vous prenez les dépenses incompressibles, donc les salaires, les fournitures de biens et services, et même les transferts, bon, ça fait aussi déjà 40% du budget. Hein. C'est parti. Non, ça fait 80%, il reste 20% qui sont dédiés aux investissements. Quand vous voyez le budget d'investissement, il fait 20% du budget 2019. Très bien. Professeur Koudboukon, je vais vous demander, on va encore observer une pause sur le CTR. Lorsqu'on sera de retour, on va écouter un médecin qui s'intéresse aussi à la question monétaire. Il explique dans son domaine et on donnera la parole aux auditeurs. Ils auront à vous questionner, ils chercheront à comprendre un peu plus.
il y en aura qui vont faire des commentaires autour de tout ce qu'on a dit ce matin. Mais avant, nous allons marquer une pause publicitaire. 93.1 Taxi FM. Vous écoutez Taxi FM. Il est midi. Tout de suite, la pub. Waouh! Jusque-là, à une telle vitesse, vous n'avez rien utilisé de pareil. Le numéro 1 de l'Internet très haut débit mobile, Otogo, assure déjà la couverture en 4G+, dans la ville de Lomé jusqu'à Kalimé, Agou, Atakwame, Chamba, Sokoudé, Kara, Kitao, Pagoda, Nyantougou, Befalé et leurs environs. Les autres villes du pays sont en cours de déploiement. Soyez désormais dans la 4G+, avec le numéro 1 de l'Internet mobile, Otogo, Touboussel, le leader. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Il est 12h02 sur Radio Taxi FM Lomé. Vous écoutez Taxi Presse et ce matin, notre invité, c'est le professeur Kako Nouboupo, macroéconomiste, ancien ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Nous parlions du franc CFA et puis on a fait un crochet sur le PND et la loi de finances gestion 2019. Avant de le retrouver, et vous retrouvez vous aussi auditeurs, nous sommes en liaison avec la rédaction de Taxi FM. Jean-Marie Leblanc. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi Midi à 12h45. Alors, quel est le contenu de votre journal, Jean-Marie? Eh bien, Taxi Midi évoque donc la pénurie cruciale d'eau potable dans certains quartiers de Lomé. Le constat de Igor Dossou, présenté par voix de Hugues Atiko. Rebondissement dans l'affaire du riz de qualité douteuse à bord du navire Ocean Princess. Après analyse de l'Institut national d'hygiène, eh bien, ce riz serait sans danger pour la santé. Il est aussi question du lancement de la deuxième édition de Laurier du journalisme d'impact au Togo. On en parle avec Flamsassi. Et enfin, l'invité du journal, Adouté Tounou Blodjo, la coordinatrice du GFD2 revient sur la situation des mutilations génitales au Togo avec autre précision. Et là, Hugues Atiko s'est entretenu avec elle. Voilà, présenter donc les différentes articulations de Taxi Midi. Merci beaucoup, Jean-Marie. À tout à l'heure à 12h45 pour le développement de tous ces titres. Retour en studio avec le professeur Kako Nouboupo. On va maintenant donner la parole aux auditeurs, mais véritablement avant de les retrouver, je voudrais vous proposer une réaction d'un autre professeur. Il est médecin, c'est docteur Jean-Paul Amégan, il est chercheur. Il s'intéresse un petit peu aussi à la question des finances. Et il vous a écouté ces derniers jours. Et il a souhaité aussi intervenir et après lui, on donnera la parole aux auditeurs. Écoutons docteur Jean-Paul Amégan. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Bonjour Eric, et merci de m'avoir posé la question de savoir mon avis sur la polémique ou la problématique du franc CFA. Eh bien, tu ne peux pas savoir la joie que j'ai souvent d'écouter notre érudit de frère Kako Nouboupo. Ce monsieur est un esprit très éclairé et l'un des rares professeurs d'université dans notre pays qui n'a pas à faire des répétitions béates sans saisir le sens vrai de ce qu'il dit. Il est très, très, très cohérent. Bravo à lui. Avant de répondre à ta question principale concernant le franc CFA, je vais te dire que il arrive que les esprits des plus éclairés prolifèrent parfois des sottises
est que dans les débris d'un esprit enténébré se cache parfois une perle de vérité. Mais je suis comblé chaque fois que j'écoute le professeur Kakonobuko, je suis comblé. Avant de répondre à ta question précise, je vais vous raconter une anecdote. Comme quoi, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre certaines choses. Il y a environ une trentaine d'années, quand je devais aller prendre de l'argent chez une dame d'Atapamé, d'Abéa, et elle me dit ceci: au fait ambaranifo, c'est-à-dire, si je dois traduire ça, l'argent c'est le sang. L'argent c'est le sang. Et il fallait attendre une trentaine d'années plus tard pour que je comprenne vraiment l'essence de ce que ça veut dire. Cette anecdote, je vous la raconte avant de poursuivre mon raisonnement. Peu importe le pouvoir oxyphorique, c'est-à-dire la capacité qu'a notre sang de transporter l'oxygène. Nous vivons parce que notre sang circule. Quand le sang s'arrête de circuler, le cœur a beau battre, on meurt. Autre chose, à partir de cette découverte, j'ai su que on ne peut se développer véritablement que lorsque le sang circule. Toutes les malformations qui existent, les arrêts de développement qui existent sur le fœtus ne s'opèrent que lorsque le sang s'arrête de circuler. Vous allez me dire, mais tiens, un fœtus, le cœur d'un fœtus ne bat qu'à partir de la 6e, 7e semaine, oui, mais ça ne veut pas dire que le fœtus ne vit, ou bien l'embryon ne vit qu'à partir de la 6e, 7e semaine. L'embryon vivait avant la 6e, 7e semaine. Une autre preuve que nous vivons parce que le sang circule. Nous nous développons parce que notre sang circule et que les canaux de circulation s'ouvrent et se complètent. Peu importe la charge en oxygène des globules rouges. J'en fais le parallèle. C'est-à-dire qu'un pays ne peut se développer, un pays qui est une entité complète, ou bien une zone qui est une entité complète, ne peut se développer de façon autonome que lorsque l'argent ou la monnaie circule dans cet espace-là. Peu importe sa valeur. C'est comme, en parallèle, chez l'homme, le sang de quelqu'un qui a une hémoglobinose AS, ou bien ce qu'on appelle les drépanocytaires, et le sang de quelqu'un qui n'en souffre pas. L'essentiel, c'est que le sang circule. Peu importe la valeur de l'hémoglobine qui est là-dedans, c'est-à-dire la valeur de la monnaie. Ici, le parallèle que je veux faire, c'est que l'hémoglobine du drépanocytaire, c'est comme une monnaie de peu de valeur. Ça ne pose aucun problème. Ça ne pose vraiment aucun problème. L'essentiel, c'est que le sang circule correctement et la personne se développe et peut vivre longtemps. On nous a fait croire que ce n'était pas possible, mais c'est faux, c'est possible. Les gens peuvent vivre longtemps. L'essentiel, c'est que le sang circule. La vie de l'économie, c'est la circulation et les échanges possibles dans un espace donné. C'est là que l'homme, la circulation de son sang et l'économie d'un pays se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais la leçon que nous devons
nous devons tirer de cette comparaison, c'est que Dieu a fait les choses de manière à ce que chacun produise son sang. Chaque individu produit son propre sang. Sa moelle osseuse est la banque centrale qui produit son sang. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre ne peut pas produire ton sang. Tu dois le produire toi-même. Et c'est là ma réponse à ta question. Parce que nous devons produire notre propre monnaie. Peu importe sa valeur. Maintenant que nous sommes dans un espace unique, cet espace doit produire sa propre monnaie. On ne doit pas, le cœur ne doit pas avoir son sang, le truc et autre, non. Ce doit être un sang unique qui circule dans tous les organes. Voilà ce qui est important. Et c'est dans cette comparaison que je trouve que la question du franc CFA ne se pose pas. Parce que nous ne produisons pas notre sang. Quelqu'un ne peut vivre en vivant aux dépens du sang produit par quelqu'un d'autre. Même les Siamois ne survivent pas longtemps. Dans le ventre, souvent pour les jumeaux transfusés, le transfusé est plus gros que le transfuseur, mais il est fragile. Et ceux qui ont des maladies du sang qui doivent être transfusés tout le temps finissent par mourir. Nos économies, c'est ça exactement. Le professeur Kakon Boupo est le seul, du moins c'est chez nous, à défendre quelque chose qui n'est que naturel. Mais puisque la plupart des professeurs de nos pays ne sont que des répétiteurs et des gens de façon trop intéressés avec ce qu'on peut appeler les chefs d'État aussi qui comprennent rien ou bien qui croient que en amassant du sang de quelqu'un d'autre dans une banque quelque part, sans savoir que ce sang peut se périmer, ils peuvent survivre et vivre longtemps et permettre à des générations de vivre. Or, ils doivent développer nos corps, qui sont nos États, qui sont nos pays, ou bien l'espace CEDEAO, qui est notre corps, et qui doit avoir un seul sang qui circule dans tous ces organes qui sont ici, ce qu'on appelle aujourd'hui pays. Cet espace ne survivra que lorsque le sang circulant dedans est produit par lui-même. C'est très important parce que ici, il faut comprendre que l'hémoglobine, c'est l'argent. La valeur de l'hémoglobine, c'est la capacité de cette hémoglobine-là à garder ou bien sa valeur en oxygène. C'est ça la valeur de l'argent. Mais peu importe, on vit, on se développe lorsque le sang circule, donc lorsque l'argent circule. Et c'est là que l'anecdote de Dabéa, qui me disait que l'argent c'est le sang, on peut l'appeler cette dame qui n'est qu'une commerçante, on peut l'appeler un érudit, comme on peut penser qu'il est illettré ou analphabète, mais elle dit une vérité que moi j'ai mis 30 ans d'études à comprendre lorsque j'ai découvert que la vie humaine est égale à la circulation sanguine. Pas parce que le cœur bat. C'est comme on me dirait que l'eau, c'est la pompe immergée. Non. L'eau n'a rien à voir avec la pompe immergée, mais la pompe immergée le rend disponible. Merci et
Bonne émission à toi et le professeur Kakono Boupor. Merci. Voilà, docteur Jean-Paul Améguin, qui est médecin, il est chercheur, que nous avons joint quelques minutes avant le démarrage de cette émission. Merci à lui pour sa disponibilité. Professeur, une réaction, vous avez compris ce qu'il a dit? Oui, tout d'abord, je voudrais le remercier pour ces éloges qui me vont droit au cœur. Et puis, je ne sais pas s'il a connaissance de cela, mais un des pères de l'économie moderne, François Quesnay, était médecin, donc qui a créé l'école dite des physiocrates. D'accord. Et qui est le père du circuit économique, que nous appelons aujourd'hui la comptabilité nationale, qui est à l'origine donc même du cadrage macroéconomique. Il a construit le circuit économique sur la base de la circulation sanguine. D'accord. Et donc, au XVIIIe siècle, les physiocrates furent les premiers, avec le tableau économique d'ensemble du docteur François Quesnay, à nous édifier sur le circuit de l'économie, mais vraiment en utilisant le parallélisme de la circulation sanguine. Et donc, je voudrais dire encore merci au docteur. Merci beaucoup, professeur. Il y a un auditeur qui pose la question. Il dit, j'aime beaucoup vos interventions. Si vous était demandé de revenir dans le gouvernement, quelle sera votre décision? Ah, vous savez, c'est une décision qui relève du chef de l'État. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que tous les Togolais, où qu'ils soient, doivent œuvrer au mieux-être des populations. Et on peut servir son pays de plusieurs manières, à partir d'une pluralité d'endroits, mais il faut avoir des principes. Donc la recherche de l'intérêt général et la quête de la vérité. Je crois que c'est très très important. Il ne faut pas envisager les postes comme des rentes de situation. Alors, on va donner maintenant la parole aux auditeurs sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Des questions, professeur, ou vous voulez apporter des contributions, des réactions? Nous sommes là pour vous écouter. Allô? Porter en même temps. Allô? Question, allô? Bonjour. Oui, bonjour, c'est ici. Ici, comment allez-vous? Ça va. Nous vous écoutons. Voilà, question et apporter un peu quand même aussi. Voilà. N'est-ce pas que ce sont des réserves d'or qui frappent les monnaies? Comment se fait-il que la France n'en produit pas, n'a pas d'or, et c'est moi qui en ai, et c'est elle qui me frappe ma monnaie? Ça, c'est un. Et d'aucuns disent que qui contrôle votre monnaie contrôle votre économie, jusqu'à l'eau que vous buvez, la TDE, le charbon, tout le reste. Et son avis dessus. Et dans la charte, il paraît que dans une charte de la Centrafrique, là je sors du Togo, il y a une charte qui dit que toutes les richesses, aussi insolentes que ce pays a, reviennent de droit à la France. Et comment il le trouve? Et c'est aussi valable au Togo, dans tout le reste des pays d'Afrique. Merci beaucoup, Daïssi. Voilà, c'est pas fini. Le Togo regorge de beaucoup de lettrés. Oui. De beaucoup de lettrés. Comment se fait-il que la France ne leur donne jamais le pouvoir afin de développer leur État pour que, ce pays, pour qu'il n'y ait jamais d'immigrés qui iraient chez eux. D'accord, voilà. Très bien. Merci on beaucoup, met des Daïssi. lettrés, Oui. les pays seront développés et personne n'ira crever en mer pour aller jouir chez eux. D'accord. On restera chez nous, on sera heureux chez nous. Merci beaucoup. Maintenant, professeur, de répondre à toutes ces questions, professeur. Oui, par rapport à l'or, c'est que les pays occidentaux ont accumulé des réserves d'or depuis le Moyen-Âge. D'ailleurs, c'est ce qui a justifié les explorations, vous savez bien. Donc, c'est cet or des banques centrales
qui va garantir, si vous voulez, l'émission monétaire. Et ça a duré longtemps dans l'histoire, jusqu'en 1971, quand le président américain Richard Nixon va mettre fin à la convertibilité hors du dollar. Donc jusqu'en 1971, on estimait que notre émission monétaire avait un équivalent or dans les banques centrales. Après, on a estimé que les volumes de transactions étaient tellement importants que ce serait pas très sage de penser qu'on aurait l'équivalent or dans les banques centrales. Mais la préoccupation de Madame est légitime. Ensuite, il y a eu effectivement des accords entre la France et ses anciennes colonies, mais par rapport à la défense, par rapport à la coopération. Oui. Et ces accords permettent aussi d'avoir des liens privilégiés. Dans le coton, par exemple, à l'époque coloniale, il y avait la convention dite UNICO qui donnait le monopole de notre production de coton aux industriels textiles français. Et en contrepartie, nous, Africains, nous étions obligés d'importer les produits textiles issus de ces usines voilà, de textiles françaises. Donc, c'était des sortes de monopoles quoi, bilatéraux. Mais donc, il faut toiletter... par rapport à la Centrafrique pas spécifiquement la Centrafrique, mais il y a des accords de coopération entre la France et les États. Ces derniers temps sur WhatsApp, vous avez pu voir circuler, il y en avait 11 à peu près, qui étaient bien détaillés. Et donc, c'est des choses qu'il faut toiletter. D'accord, très bien. On va prendre notre deuxième auditeur. Allô? Oui, bonjour Eric. Oui, bonjour, cher grand citoyen d'État. Monsieur Nugien Yovo. Monsieur Yovo. Oui, oui, bonjour. Oui. Bonjour, professeur. Bonjour. Vraiment, parfois j'ai honte d'être togolais par rapport à la gestion de l'État, mais quand je vous écoute, il y a vous, il y a Didier Koité, tant d'autres, je suis fier. Et ce matin, je vais profiter de l'émission pour vous dire toute mon admiration. Merci. Vous faites du beau travail. Merci beaucoup, cher Hugo. Oui, je ne suis pas économiste, mais je suis manager. Je suis spécialiste de business management. Et donc, j'interviens de temps en temps avec les étudiants, très souvent sur les questions monétaires. Et donc, il est clair qu'un État qui se veut souverain doit pouvoir gouverner, doit pouvoir gérer sur sa monnaie. Parce que c'est un outil de souveraineté, d'indépendance en fait. Et donc, tous les problèmes déficit économique que nous constatons dans nos pays, et en partie, nous n'avons pas dit totalement dû au franc CFA, mais en partie, il y a plus de 70% dû à l'utilisation de franc CFA dans nos économies, qui sont trop faibles pour supporter une monnaie qui sont trop faibles pour supporter une monnaie trop faible. Et oui, qui sont trop fortes, faibles. Oui, pour supporter une monnaie trop forte comme le CFA. Et donc, mais j'ai une question par rapport à la situation togolaise. Oui, allez-y très rapidement. Oui, par rapport à comment l'économie qui est, par rapport à la réalité de la circulation de monnaie dans l'économie togolaise, comparé aux pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que ces deux pays-là que j'ai cités normalement, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir par rapport au Togo? D'accord. Merci beaucoup, M. Vaux. Oui. Merci beaucoup, M. Vaux. On va laisser professeur de répondre. Professeur, pourquoi est-ce que l'argent circule pas trop bien chez nous, plus qu'ailleurs? Je crois que c'est une situation générale. C'est-à-dire que dans les zones rurales, vous n'avez pas de banques. Vous avez très peu de gens qui sont détenteurs de comptes bancaires, d'agences bancaires. Et donc, on voit que quand on sort des capitales, on a l'impression d'être dans des économies sans monnaie. Donc, je crois qu'il y a un travail à faire pour la bancarisation ou alors l'utilisation d'éléments numériques, comme au Kenya avec le M-Pesa, pour faciliter les transactions en zone rurale. Après, je crois que notre auditeur est peut-être victime d'un effet
d'optique. D'accord. Quand on voit les ratios crédit sur PIB, le Togo est au même niveau que le Sénégal et la Côte d'Ivoire. On est quasiment aujourd'hui autour de 40%. La place financière de Lomé, c'est une place qui est assez liquide. D'accord, très bien. Il y a un auditeur qui pose une question. Mais avant, peut-être que je lise sa question, on va écouter un autre qui est au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Henry. Oui. Allô? C'est monsieur Akondoré. Monsieur? Monsieur. J'ai du mal à vous écouter. Monsieur Akondo. Monsieur Akondo, attends, très bien, nous vous écoutons. Oui, bonjour professeur. Bonjour, monsieur Akondo. Grand merci pour l'émission. Je suis un fan, je suis un de vos fans. Allons-y très rapidement, monsieur Akondo, allons-y très rapidement. Oui, je voulais une fois remercier le professeur pour toutes ces interventions qui fait. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Du franc CFA. Oui. Non, la question, c'est pour d'amener une petite contribution à ce que le professeur a dit. Allons-y rapidement. Il faut essayer, oui. J'ai entendu dans cette intervention disant il faut entretenir sa maison avant de regarder dehors. Donc, je voulais l'exhorter à tout moment que s'il a, comme on sait qu'il n'est pas au pays, il va y revient. S'il a plus de temps, il puisse au moins essayer d'intervenir à des émissions telles qu'aujourd'hui, il est venu intervenir pour essayer de nous éclaircir, pour que nous, la jeunesse consciente du Togolais, puisse d'un jour à l'autre essayer d'aller de l'avant. Donc, une fois encore, c'est pour le remercier. Merci beaucoup, M. Akondo. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelé. Grand merci. Oui, passez une excellente journée. Il y a un auteur qui dit qu'il paraît que les banques d'échange de l'Europe ne reconnaissent pas le franc CFA et que nulle part ailleurs en Europe, il n'y a pas de franc CFA. Est-ce que c'est vrai, pour vous qui voyez très souvent en Europe? Oui, c'est-à-dire que le franc CFA accourt légal et valeurs libératoires au sein de l'espace zone franc. Mais quand vous allez en France, vous rentrez dans une autre zone monétaire. C'est la zone euro. Et donc... On ne peut pas échanger non, je dis franc CFA sur moi et quand j'arrive à Paris, je ne peux pas échanger dans aucune banque. Non, pas dans les guichets de change. Vous devez aller à la Banque de France. Et à ce moment-là, vous aurez des euros en contrepartie de vos CFA. Bien sûr. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Dans les années 80, les banques commerciales prenaient le CFA. C'est juste avant la dévaluation de 94 que les conditions se sont durcies. Et après, par exemple, la convertibilité entre les deux zones. Vous savez, quand vous avez du CFA Afrique de l'Ouest, ce n'est pas convertible en CFA Afrique centrale. Si vous quittez Lomé pour aller à Douala, vous devez changer vos CFA en euros et arriver à Douala, changer vos euros en CFA. De là-bas. Ah oui, de là-bas, d'Afrique centrale. Ce qui est une totale absurdité. Et donc, pour éviter ça, vous voyez à l'aéroport souvent des agents de change. Le colon a fait ça comme ça? Le colon, il est parti depuis 1960. Pourquoi nos gouverneurs des banques centrales ne rétablissent pas une convertibilité entre les deux francs CFA qui existait jusqu'en 1993? Mais pourquoi ils ne rétablissent pas cette convertibilité? C'est ça aussi la responsabilité des gouvernants et des conseils des ministres, parce qu'il y a quand même des ministres des Finances qui se réunissent pour ces affaires-là. On se demande ce qu'ils se racontent. Ça, c'est des choses concrètes qui touchent la vie quotidienne des populations. Il faut qu'ils travaillent là-dessus. Très bien. Il y a une réaction, un auditeur qui dit « J'ai une question pour le professeur. Quelle analyse fait-il de la sortie de son confrère Khalif sur le franc CFA ?» Khalif Michel. Oui, Michel Khalif, c'est un aîné. Vous savez qu'il a été le premier directeur de l'ESTEG, donc l'ancêtre de la FASEG. Oui, bien sûr. Voilà. Donc nous lui devons respect. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai plaisir à échanger et qui m'apporte énormément. Je pense que sa réflexion et la mienne convergent, mais lui, il insiste peut-être encore plus que moi sur l'impératif de bonne gouvernance de nos dirigeants. Oui, bien sûr. Oui. Alors, il y a un autre auditeur qui nous dit pourquoi les autres États européens n'emboîtent pas le pas à l'Italie, sachant qu'ils subissent aussi en partie le poids de l'immigration? Oui, c'est une question pertinente.
D'autant plus qu'il y a une décision du 23 novembre 1998 du Conseil européen qui oblige la France à rendre compte au Conseil européen de toute modification substantielle de la zone franc. Dans la zone franc. Et donc, comme j'ai eu à le dire, l'Italie est copropriétaire de l'euro, c'est la troisième économie de la zone euro, mais toutes les autres économies de la zone euro ont l'obligation, d'un point de vue juridique, de s'intéresser à la manière dont la France gère sa relation avec les pays de la zone franc. D'où la sortie de l'Italie. Ah oui, c'est une sortie tout à fait légitime sur le principe. Après, la manière, les raccourcis pris me semblent pas forcément judicieux, mais c'est clair que l'Italie a le droit, en tant que copropriétaire de l'euro, de s'intéresser à la relation euro-CFA. Très bien. On va prendre encore un auditeur au téléphone. Allô? Bonjour, Eric Gator. Oui, bonjour, Kanidek. Bonjour, professeur. Bonjour. Ok. Bon, et s'il vous plaît, aujourd'hui, il est clair que la France a une influence énorme sur le franc CFA. Alors qu'aujourd'hui, on parle d'une monnaie de la CEDEAO. La question que je me pose, si on prend la zone franc qui va participer à cette monnaie de la CEDEAO-là, est-ce que ça va traduire effectivement l'indépendance économique? Mon inquiétude, c'est que la France ne va pas impacter encore sur ça. Merci. Merci beaucoup, Kanidek, professeur. Oui, votre préoccupation est légitime. C'est-à-dire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la dernière réunion des chefs d'État de la CEDEAO sur la question monétaire, le Nigeria a exigé une clarification au niveau des pays francophones de la CEDEAO par rapport au dépôt des réserves de change auprès du Trésor français. Parce que le Nigeria dit, si on va dans la monnaie unique CEDEAO, que deviennent vos réserves de change qui sont au niveau du Trésor français? C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas clarifié la nature de votre relation avec la France sur la question des réserves de change, nous ne pourrons pas avancer. Et donc ça, c'est un des points d'achoppement dans les négociations par rapport à la monnaie CEDEAO. Alors, ces réserves de change, qu'est-ce qu'on en fait en réalité? En fait, elles permettent de garantir la valeur de la monnaie de façon pratique. Elles permettent de payer les importations. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a presque tout épuisé. Non, parce que comme nous avons une union, nous avons ce qu'on appelle une centralisation des réserves de change. Donc, c'est un peu le principe de solidarité. L'importateur de riz togolais peut utiliser les devises issues de l'exportation du cacao ivoirien, par exemple. Vous voyez? Donc, ça, c'est un très bon principe, le principe de solidarité. Après, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'on pourrait mieux utiliser ces réserves de change, notamment pour garantir des investissements structurants sur des projets communautaires en matière d'énergie, de transport, de télécom, et ne pas laisser ces réserves un peu dormir, quoi. D'accord. On va prendre un dernier auditeur. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Wilfried. Pardon? Allô? Wilfried. Wilfried. Alors, Wilfried, il y a un poste récepteur qui siffle à côté de vous. Si vous pouvez l'éteindre. Nous vous écoutons maintenant. D'accord, merci. Je remercie le professeur. Merci beaucoup. J'ai suivi une émission à laquelle il a participé sur RFI l'autre fois, où il dit qu'il est très attaché au symbole. Dans son explication, moi, qui est un novice en économie, j'ai du mal à comprendre exactement le fait de sortir de la zone CFA. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Parce que moi, j'ai peur, si on fait un sondage sur le Togo Luanda aujourd'hui, on fait une comparaison, par exemple, avec le Ghana ou le Syrie va et vient, on ne sait pas concrètement combien ça vaut demain ou après-demain. Bon, moi, j'ai du mal à comprendre tout ça. Oui, c'est une inquiétude. Je vois l'exemple d'un autre pays comme le Zimbabwe, où tu as, pour acheter un pain, tu dois trouver un valise de billets pour aller acheter le pain. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là si on sort
Je ne sais pas, d'autant plus que depuis que moi je suis né, je n'ai jamais connu de difficulté avec, avec la monnaie là. D'accord. Merci beaucoup Wilfried, merci pour votre question. Ce sont des inquiétudes légitimes dans l'opinion. Oui, bien sûr. Ça s'appelle être indépendant. Sinon, on repart dans la colonie. On demande à la France de nous recoloniser et comme ça, on est sûr de ne prendre aucun risque. Non, ce que dit notre auditeur est légitime. C'est pour ça que nous devons y aller par étapes, construire les chemins de cette autonomie monétaire. Je vous donne un exemple. Historiquement, les banques centrales ont toujours aidé les États pour les moments difficiles. Tout à l'heure, on parlait du PND. Oui. Si le Togo avait sa banque centrale et si nous étions bien gérés, du point de vue de la gestion macroéconomique, rien n'aurait empêché la Banque centrale du Togo de financer la mise en place du PND. Vous voyez, quand vous prenez la dette togolaise aujourd'hui, les 3/4, c'est de la dette intérieure, c'est-à-dire libellée en monnaie locale. Or, la Banque centrale crée la monnaie locale. Elle aurait pu, et c'est ce que l'Occident fait pour se développer. Les gens oublient de dire le rôle du crédit dans le développement de l'Occident et le rôle de la création monétaire. Aujourd'hui, notre drame, c'est qu'on se retrouve avec une banque centrale qui fonctionne comme la Banque centrale européenne, qui est la banque centrale de pays déjà développés et qui n'ont pas les mêmes enjeux de développement que nous. Et donc, ce que va nous apporter une monnaie qui ne serait pas le CFA, c'est sa capacité à financer beaucoup plus l'économie. Mais bien entendu, notre auditeur a raison, il faudra être sérieux. Je veux dire, personne ne peut faire l'apologie de la mauvaise gestion. Il ne s'agit pas de cela. Mais il s'agit de dire, si notre vision, c'est que nos jeunes aient du travail, créent des emplois, créent des activités, nous devons mettre en place les véhicules de financement idoine pour pouvoir les aider à cela. Très bien. Alors, on prendra plus de coups de fil, mais je voulais quand même lire quelques réactions avant de rendre l'antenne. Un auditeur qui nous dit, professeur Noubouko, vous et moi sommes des universitaires qui avons honneur de la ventrologie et du bradage de la dignité tant désirée par les universitaires alimentaires et intellectuels illettrés. Ça, c'est fort, là. Notre choix, vous et moi, est certes pénible et difficile dans un pays où la compromission a ravagé la plupart des intellectuels, mais la postérité nous rendra sa gratitude par les grands noms que nous laisserons dans l'histoire. Courage à vous comme Galilée dans l'Antiquité grecque. C'est ce qu'il dit. Je pense qu'on va s'arrêter là. Notre auditeur qui nous dit, qu'est-ce qui empêche les dirigeants togolais à continuer la vision du fils Sylvanus Olympio qui veut avoir une monnaie pour le Togo, nous dit donc l'auditeur. Un autre auditeur qui nous dit, ce n'est pas ce problème d'indépendance économique que le feu Sylvanus Olympio a voulu que le Togo ait sa propre monnaie. Pourquoi les dirigeants togolais ne veulent pas terminer cette démarche de Sylvanus Olympio? C'est presque dans la même veine. Et puis un dernier auditeur qui nous dit, professeur, nous pouvons juste savoir si la prospérité vision Togo 2030 sera faite comme vous l'avez élaboré. Et ça, vous n'en avez aucune idée. Non. Mais en revanche, il y a un symposium Sylvanus Olympio les 24, 25, 26 mai à Duisbourg, en Allemagne, pour justement rendre hommage à Sylvanus Olympio. Oui, et en particulier à la vision monétaire qu'il portait. Et c'est vous qui allez piloter ça? Non, c'est la diaspora togolaise du Canada, de la Belgique et de l'Allemagne. De l'Allemagne, très bien. 24, 25 et 26 mai. Oui, à Duisbourg. À Duisbourg, en Allemagne. Votre ouvrage, il est disponible à Lomé? On peut l'avoir. Il y a un auditeur qui pose la question. Moi, je l'ai donné à tous les étudiants, le fichier. Fichier. Oui, le fichier PDF. Alors, Donc, si vous nous envoyez le fichier PDF, bien sûr, tous les auditeurs qui le chercheraient ou voudraient l'avoir, vous envoyez donc un message sur notre numéro, le 90 111 49 62, on peut le balancer. Merci beaucoup, professeur Kakou Nkola, d'être venu nous voir ce matin. Merci. Ça fait un plaisir de vous avoir discuté avec vous. On espère que vous nous reviendrez très souvent pour parler avec nos auditeurs.
Le plaisir est partagé. Merci. Merci à vous tous. Merci à Wilfried Kanidek, Akondo, Yovo, Daïsi et tous ces nombreux auditeurs qui nous ont envoyé des messages ce matin. Merci à Dia Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi ancien irrigateur. On se retrouve demain pour la grande messe de vendredi avec les confrères. Au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.